Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié à la collecte Melvan Énergie 1 qui nous réunit donc ce soir. Nous sommes pour l'instant un peu plus de 20 personnes. Alors, comme toujours, il y a inévitablement quelques retardataires qui vont nous rejoindre progressivement. Donc, on va commencer tranquillement cette soirée. Et donc, ce soir, eh bien, vous avez devant vous un étalage assez pléthorique de personnes qui vont vous présenter cette nouvelle collecte à venir. Et donc, ce sont eh bien, les membres, une bonne partie des membres de l'équipe Melvan qui sont là pour vous présenter avec Guillaume et moi cette future collecte. Alors, tout d'abord, j'ai à ma gauche, sur vos écrans, Pierre-Yves Barbier. Alors, Pierre-Yves, eh bien, vous êtes, comme vos acolytes d'ailleurs, personne très expérimentée du secteur des énergies renouvelables et notamment photovoltaïques. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir à tous. Je vous laisserai bien sûr après vous présenter individuellement plus précisément que ce que je fais là tout de suite. Ensuite à ma droite, j'ai Laurent Albuisson qui lui aussi est l'un des fondateurs de Melvan Énergie. Bonsoir Laurent. Bonsoir à toutes et tous. Je poursuis avec Sébastien, également cofondateur de cette belle entreprise Melvan Énergie. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à toutes et tous. Et avec eux, bien sûr, Nicolas, fidèle Nicolas Brou, qui sera de la partie pour vous présenter à la fois Melvan et la collecte en elle-même. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tout le monde. Merci Julien. Et bien sûr, j'ai face à moi Guillaume qui va nous rejoindre lorsque les moyens techniques seront... Guillaume qui est chez Inerfi. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, comme d'habitude, sur ces webinaires, comment cela fonctionne? On a évidemment une présentation d'abord du porteur de projet, en l'occurrence de Melvan. Puis, on déroulera, là aussi, c'est assez usuel, vous devez être un peu habitué, le pourquoi de cette collecte, qu'est-ce que l'on vise à financer au travers de ce financement. Et puis, bien sûr, une petite présentation pro-domo d'Enerfip et des atours ou du moins des modalités de la collecte. Évidemment, comme toujours, et vous le savez, je vois que vous avez déjà commencé à utiliser l'outil, vous pouvez poser des questions via l'onglet « Questions » qui est sur votre droite. Vous notez qu'il vous est possible de voter pour les questions qui vous paraissent les plus pertinentes et nous les ferons apparaître au fur et à mesure de la présentation. L'idée est vraiment d'avoir un outil vivant, didactique et interactif entre nous tous. Donc voilà, n'hésitez pas au fur et à mesure des éléments que nous abordons à nous questionner autant que de besoin. Eh bien, si tout le monde est OK, je vous propose de commencer de manière très concrète et je passe la main donc à Laurent Albuisson qui va nous présenter ce qu'est Melvan Énergie. À toi, Laurent. Merci, Julien. Bonsoir à toutes et tous. Rebonsoir. On va rapidement commencer par se présenter. Individuellement, moi, Laurent Albuisson, je suis le président de Melvan. J'ai 50 ans, je suis d'une formation ingénieur et j'ai effectué toute ma carrière professionnelle dans les énergies renouvelables depuis globalement le milieu des années 90, à une période où le renouvelable était en quelque sorte une étrangeté. Et donc, j'ai démarré au sein de l'ADEME pour ensuite travailler au sein de différentes PME françaises du secteur et qui ont marqué ce secteur d'activité comme Vernier, qui est un fabricant français d'éoliennes, Aerowatt, société de développement et d'exploitation de parcs éoliens et solaires, qui avait la particularité pour une PME d'être cotée en bourse, et j'étais membre du directoire. Et également Cadran, acteur reconnu multifilière des énergies renouvelables et qui a été intégré en 2018 au sein du groupe Total Énergie. Et donc, c'est un petit peu la bascule pour moi de cette expérience au sein d'un grand groupe qui m'a amené à choisir de repartir dans une aventure entrepreneuriale et de créer Melvan avec Pierre-Yves et Sébastien pour retrouver de l'agilité, pour retrouver du sens dans l'action au quotidien dans ce secteur dans lequel j'ai fait toute ma carrière et donc pour repartir dans une aventure et créer de nouvelles installations, développer de nouveaux parcs de production d'énergie renouvelable en lien avec les territoires et à créer avec eux. Très bien.
Eh bien, moi, je vais prendre le relais. Je dois cliquer. Super, ouais, très bien. Voilà. Je vais prendre le relais. Donc, rebonsoir à toutes et tous. Donc, moi, je suis Pierre-Yves Barbier. J'ai 45 ans. J'ai commencé ma carrière dans l'éolien aussi, puisque à l'époque, on parlait surtout d'éolien au début des années 2000 et un peu plus tard de photovoltaïque. Donc, moi, j'ai commencé il y a 20 ans, en 2001, chez le même constructeur français d'éoliennes, Vernier. Je partageais le bureau de Laurent Albuisson. On s'est connu il y a une vingtaine d'années. Voilà, donc j'ai occupé différents postes opérationnels et à responsabilité dans l'éolien jusqu'en 2008, année au cours de laquelle j'ai fondé l'entreprise Heliowatt, qui est devenue aujourd'hui, pour ceux qui la connaissent, un spécialiste de la construction d'ombrières photovoltaïques. Entre 2016 et 2020, j'ai créé et dirigé le département solaire photovoltaïque de la société RES en France, où j'ai rencontré Sébastien. RES qui est un leader mondial des énergies renouvelables. Par ailleurs, j'ai également été, entre 2014 et 2017, administrateur d'Enercop Languedoc-Roussillon, qui est un fournisseur que tout le monde connaît, j'imagine, assez bien, fournisseur d'électricité renouvelable coopératif. Et j'ai également, d'ailleurs, occupé des fonctions d'administrateur chez Enerplan entre 2016 et 2018. Enerplan, qui est le syndicat national des professionnels du solaire en France. Voilà, et donc en 2020, j'ai décidé de quitter mon poste de directeur solaire de RES pour me lancer dans l'aventure Melvan aux côtés de mes acolytes et participer, en tout cas c'est notre souhait, à la création d'un acteur français indépendant des énergies renouvelables. Je vais prendre la suite de la présentation. Donc, Sébastien Dubois, 47 ans. Je travaille dans les énergies renouvelables depuis 20 ans, moi aussi. Donc, tout au long de ce parcours, j'ai occupé successivement des fonctions de direction financière, puis de direction générale avec l'âge, d'entreprises leaders du secteur comme EDF Renouvelable ou RES. Il me semble intéressant de mentionner aussi que j'ai déjà conduit un projet entrepreneurial dans le secteur à travers la création d'Enerio en 2008, que j'ai présidé pendant 6 ans. Aujourd'hui, cette société existe toujours. Elle développe et exploite des projets solaires et éoliens en France. Elle a été acquise en 2019 par Total Eren. En octobre 2020, j'ai décidé de quitter la direction générale de RES, entreprise de 250 personnes basée à Avignon, pour cofonder Melvan, donc, avec mes 2 acolytes, avec l'ambition de créer un futur champion des énergies renouvelables. Et pour ma part, alors, Nicolas Brou, 32 ans. J'ai précédemment travaillé sur des financements de projets d'infrastructures et d'énergie renouvelable au sein de Total Énergie de la Société Générale. Après ces expériences dans ces plutôt grands groupes, j'ai souhaité rejoindre un acteur indépendant de la transition énergétique. J'ai donc rejoint Melvan au début de l'année 2021 en tant que directeur des financements. Et c'est à ce titre que j'ai pas mal travaillé donc, ces derniers temps avec les équipes d'Enerfip, notamment Julien et Guyane ici présents, sur la préparation et la mise en place de cette émission obligataire participative. Je rends la main à Laurent. Voilà. Donc, pour vous présenter en quelques mots qui est Melvan, on l'a vu, c'est avant tout une rencontre, une histoire humaine entre des personnes qui avaient décidé de repartir dans une aventure entrepreneuriale avec un des éléments qui nous caractérise pas mal, au-delà d'être tous les trois des acteurs historiques du secteur, c'est aussi notre complémentarité. C'est ce qu'on souhaitait mettre en œuvre dans le cadre de cette création d'entreprise. Pour faire quoi? Pour faire un producteur indépendant d'énergie renouvelable. Notre vocation, c'est de produire de l'électricité renouvelable. Une société française qui est aujourd'hui détenue par ses 3 fondateurs en intégralité et qui a vocation donc à développer pour exploiter des centrales de technologie renouvelable matures et compétitives, donc du solaire, de l'éolien, de la petite hydroélectricité dans une certaine mesure,
Et cela, dans un certain nombre de cas, adossé à du stockage d'énergie, parce qu'on considère que c'est aussi l'avenir de ces technologies, de manière à franchir un petit peu le plafond de verre que l'on peut appeler ou que l'on entend dire qui est l'intermittence ou la variabilité. Et donc avec vocation à développer ces projets en France métropolitaine et également dans les outre-mer français. On se caractérise par un savoir-faire qui est lié à nos expériences cumulés, on va dire. Aujourd'hui, on est à la fois très complémentaires dans nos profils. On a derrière nous quelques heures de vol, on va dire. Si on regroupe les expériences des 3 fondateurs, on a à peu près 800 mégawatts de projets d'énergie renouvelable qui sont aujourd'hui en service et qui tournent en France sur plus d'une centaine de projets. Également des projets participatifs. On a la fierté d'avoir initié la mise en œuvre de projets participatifs dans les renouvelables avant la loi de transition énergétique de 2015, avant les lois et les décrets de 2014 qui ont ouvert la création de sociétés comme Enerfip. Dès 2012 et 2013, on avait créé des sociétés de développement de projets en lien avec les territoires, avec plus d'une centaine d'associés, personnes physiques. Dans certains cas, on a même réalisé une souscription pour financer un parc éolien avec 300 souscripteurs et plus d'1 million d'euros de collectés pour construire un parc éolien en coopération avec les fermiers de l'eau. Donc voilà, une implication un peu historique et pas mal de savoir-faire sur la mise en œuvre de ce type de projet. Et pourquoi faire pour effectivement devenir un leader de ce secteur d'activité. Dans cette troisième phrase, le mot qu'il faut retenir, c'est surtout indépendant. Notre vocation, c'est vraiment de créer une entreprise qui garde son autonomie, qui garde sa liberté et qui soit pleinement impliquée dans la transition énergétique en France. On a rappelé sur cette petite présentation nos valeurs, celles qu'on affiche d'emblée en particulier sur notre site internet, c'est la passion. Quelques mots là-dessus. On est vraiment des équipes de gens passionnés quand les renouvelables, le chevillé au corps. On se voit absolument pas travailler dans un autre secteur d'activité. Pas juste parce que ça fait 25 ans qu'on le fait et qu'on ne sait faire que ça, surtout parce que vraiment on est passionné par ces sujets-là et on est content de travailler dans ce secteur d'activité et de voir ce secteur d'activité grandir et prendre une place prépondérante dans le mix énergétique français et dans les décisions en particulier structurantes et politiques qui l'accompagnent. On est aussi dans une action responsable. On est convaincu du sens de ce qu'on fait, à la fois au niveau de l'environnement, parce qu'on sait qu'on fait de la production d'énergie renouvelable, mais aussi au niveau sociétal, pour les bienfaits que peuvent apporter cette transition énergétique sur la société française, et à la fois, on le disait, sur la pertinence économique de notre modèle et des projets qu'on mène. Enfin, on a un mot qui est important chez nous, qui est l'aspect collaboration, que l'on voit à tous les étages. On le voit déjà au niveau des 3 fondateurs. L'idée, c'était de ne pas créer une entreprise avec, entre guillemets, un fondateur type patriarcal ou visionnaire, on l'appelle comme on veut, comme on a pu en connaître dans un certain nombre d'entreprises du secteur, mais c'est plutôt de travailler ensemble, de former des équipes, de former une équipe déjà de fondateurs, d'étendre cette équipe à nos salariés, de les impliquer également d'ailleurs à terme dans le capital de l'entreprise. Et enfin, de également partager un certain nombre d'éléments, de partager des projets, de co-développer des projets avec des acteurs, parce qu'on est convaincu que c'est en étant plusieurs qu'on est plus fort et qu'il vaut mieux avoir 50% de quelque chose que 100% de rien du tout à la fin. Et qu'on a plus de force quand on partage et quand on collabore. Et enfin, cette valeur de collaboration, on l'applique aussi, on souhaitait l'appliquer dans le cadre du financement participatif. Je l'ai dit tout à l'heure, on a historiquement réussi à développer des projets dans cet esprit-là, et on considère que pour travailler depuis longtemps dans ce secteur d'activité, il est important d'essayer d'atteindre le plus grand monde et d'emporter le plus grand nombre avec nous dans la transition énergétique en France. Et on considère que le financement participatif, à la fois d'un portefeuille de projets, d'une structure ou même de projets à terme, fait partie de cette dynamique. Et c'est aussi à ce titre qu'on souhaitait le mettre en œuvre dans le cas qui nous anime ce soir. Et je passe la main à Pierre-Yves
pour présenter un petit peu plus nos projets et notre présence. Sur notre présence et sur nos projets, donc Melvan aujourd'hui développe un portefeuille de projets, comme l'a dit Laurent, multi-énergie, donc de l'éolien, du solaire sur bâtiment, en bâtiment neuf ou bâtiment en rénovation, sur des ombrières de stockage ou de parking, des projets solaires au sol et des projets flottants. On a aussi un petit projet hydraulique actuellement en cours de développement en Martinique et on a quelques opportunités sur l'hydraulique. Donc ce portefeuille de projets, il a différents stades de maturité et aujourd'hui, il cumule une puissance d'environ 250 MW. Donc, les projets sont tous situés sur le territoire français, métropolitain et outre-mer. Donc il y a évidemment et naturellement une densification de projets autour de nos agences de développement. Donc aujourd'hui, les agences de développement, c'est Orléans, c'est Bordeaux, c'est Avignon, c'est Aix-en-Provence, ce qui nous permet évidemment de rester au plus proche de nos projets et des territoires sur lesquels nous les développons. On prévoit dès 2022 d'ailleurs l'ouverture d'agences un peu partout en France, principalement sur Toulouse, sur Lyon, dans le Grand Est également. La localisation reste encore à définir dans le Grand Est, pour faire face d'ailleurs aux nombreuses opportunités de développement qui sont identifiées sur ces zones ou les projets qui nous sont apportés de différentes manières. Donc on a besoin d'étendre notre zonage géographique et on envisage de le faire dès 2022. Voilà, et les premières réalisations, d'ailleurs, elles verront le jour dès 2022. Donc, c'est principalement des projets solaires en toiture et sur ombrière, dans le cadre d'ailleurs de Melvan Énergie 1, qui sont situés autour d'Avignon. Et les temps de développement de ces projets d'ombrière et de toiture, ils sont plus courts que les temps de développement des projets au sol ou les projets éoliens. Pour ce qui les concerne, arriveront à maturité plutôt dès 2023. Voilà pour notre présence et nos projets. Alors, c'est à mon tour de vous présenter les métiers de Melvan, donc qui intègrent l'ensemble des compétences nécessaires à chaque phase de vie des projets, donc du développement, passant par la construction, le financement, l'exploitation des projets. Tout cela est clairement intégré dans l'organisation de Melvan aujourd'hui. Melvan aujourd'hui, c'est une équipe donc pluridisciplinaire avec des personnes très complémentaires. On est pour le moment 6 personnes, mais on prévoit d'être 25 d'ici fin 2022, donc une croissance en termes d'effectifs assez rapide. Chez nous, je veux insister sur l'importance de l'innovation qui est pratiquée dans tous ces métiers, qui nous permet de rester compétitifs dans le coût de production du kilowattheure produit par un parc solaire comme pour un parc éolien ou les coûts de stockage. Tout cela, ça nécessite un effort d'innovation permanent à tous les niveaux et c'est une culture qu'on essaie d'infuser chez Melvan parmi les 6 premiers salariés, mais aussi pour les prochains. On l'a vécu dans des expériences précédentes, c'est la garantie de la pérennité d'une société dans ce secteur qui continuellement innove pour réduire les coûts de production du kilowattheure et continuer à pénétrer dans le mix énergétique français. Je voulais aussi signaler le fait qu'on a aujourd'hui des partenariats avec des grands comptes, comme des sociétés connues comme Amarenco, par exemple, avec lesquelles on fait du co-développement. Donc, on est co-actionnaire de sociétés de projets en cours de développement et nous resterons jusqu'à la phase de construction. Et puis, nous facturons aussi à nos partenaires des prestations de services qui sont des revenus additionnels générés par Melvan, donc qui nous aident à financer notre développement. À titre d'exemple, en 2021, nous allons facturer à peu près 400 000 € de prestations de services. Est-ce qu'il y a une autre slide ou voilà, je pense qu'on arrive au terme. On arrive au terme, effectivement. Il y a une première question, mais peut-être qu'elle anticipe un peu la suite. On peut la prendre si vous voulez. Ah oui, non, je parle là. Ouais. Alors, non, on peut y répondre maintenant. Donc, une question d'Eric qui demande « Comment explique-t-on le taux de 6% alors que la plupart des projets obligataires comparables proposent plutôt entre 4 et 5% ?»
c'est peut-être une réponse qu'on peut donner ensemble, hein, Melvan et Enerfip. Pour ce qui est d'Enerfip, ça s'explique assez simplement par le fait que lorsque vous observez des taux de 4 à 5%, c'est sur des maturités plus importantes, s'agissant des cibles financées, des projets plus avancés, ou qui bénéficient de sûreté type garantie à première demande, par exemple. C'est plutôt ça qui explique ce différentiel. Donc, il y a une certaine logique en fait à ce qu'on soit sur du 6% là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des éléments complémentaires à ajouter côté Melvan, mais... Non, je peux indiquer qu'on a choisi une maturité de 5 ans qui correspond peu ou prou au cycle de développement des projets. C'est vraiment l'objectif de cette levée de fonds, c'est de financer le développement et la construction d'un portefeuille de projets. Donc, c'est assez bien calé sur la durée de l'emprunt obligataire. Alors, on en vient maintenant au sujet de la collecte et je me permets donc de reprendre le bâton de parole. Donc, pourquoi cette collecte? Qu'est-ce que nous cherchons à financer avec Melvan au travers de ce financement? Eh bien, en fait, il vous est proposé de concourir au financement du développement de 7 projets photovoltaïques et d'un projet éolien. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment s'opère le montage financier de tout cela. Donc, Melvan a créé en fait un véhicule ad hoc qui est dénommé Melvan Énergie 1 et que Melvan détient à 100%. Et ce véhicule, qui est une SAS, ni plus ni moins, possède à 100% eh bien, 3 autres véhicules, Flexol Alpha, Flexol Dartigol et Flexol Sisam Bastaro. Merci pour les noms au passage. Et en fait, ces structures sont propriétaires des projets, des 7 projets photovoltaïques et du projet éolien. Et donc, il est proposé aux citoyens, citoyennes, de financer Melvan Énergie 1 au travers d'une émission d'obligations convertibles en actions pour un montant de 2 millions d'euros. Et ces sommes-là vont être fléchées vers le bas, vers les projets en question pour bien finaliser les études de développement. Et vous commencez, pour celles et ceux qui nous suivent depuis un moment, à être au fait de la complexité et de l'énergie et des moyens financiers qu'il faut mettre dans le développement des projets d'énergie renouvelable. Et évidemment, ces sommes-là vont aussi servir à payer l'ensemble des acomptes pour les approvisionnements de matériel, à financer aussi les garanties financières d'exécution qui peuvent être demandées sur certains dossiers et les salaires de celles et ceux qui travaillent ardemment au développement de ces projets. Petite précision sur leur localisation, c'est quand même important. Donc, vous pouvez le voir sur cette carte géographique. Il y a donc un projet qui est en Gironde. C'est, alors je sais plus. D'Artigol. C'est d'Artigol. Ok. Donc c'est ah oui, effectivement, je vois là. Donc projet photovoltaïque. On a un projet en Guadeloupe et puis le reste c'est éminemment région Occitanie et région PACA pour les autres projets concernés. Je poursuis. Ah, on a une question. On va la prendre. Quel est le montant total des fonds propres et de la dette junior et senior prévu au niveau de Melvan Énergie 1? Je pense que Sébastien est le plus à même de répondre à cette question. Oui, pardon. Donc, en matière de dette senior, donc ça représente à peu près 20% des CAPEX, on peut tabler sur à peu près un besoin de CAPEX de 25 millions d'euros. Donc, ça fait 5 millions d'equity et 15 millions de dette bancaire. Pour le moment, on n'a pas forcément une stratégie de mise en place de dette junior sur la partie investissement. C'est principalement une stratégie de financement bancaire, financement de projet en portefeuille. Et puis, le cas échéant, on aura recours à de la mezzanine, ce que vous appelez la dette junior, pour compléter, si nécessaire, notre apport en fonds propres.
Et j'apporterai une toute petite précision, c'est qu'un certain nombre de ces dossiers sont des dossiers qui sont d'ores et déjà lauréats d'ailleurs d'appels d'offres creux et dans lesquels il y aura du financement participatif de long terme, ce coup-ci, c'est-à-dire lié à la mise en service de la centrale photovoltaïque en particulier. Effectivement, pour cette précision, Laurent. Je poursuis. Donc maintenant, petite présentation pro domo. Hein. On ne résiste jamais au plaisir de parler un petit peu de nous, côté Enerfip. Donc, vous commencez à toutes et tous un peu connaître ce que l'on fait. L'idée, c'est vraiment de promouvoir ce circuit court que nous sommes de plus en plus nombreux à appeler de nos voeux pour pouvoir savoir où va notre argent, l'argent de notre épargne, à quoi et à qui il va servir. Donc ça, c'est quand même le point central. Et évidemment, ce qu'on propose, c'est de soutenir, d'aider au déploiement des énergies renouvelables et de la transition énergétique sur les territoires. Et ça, c'est une mission qu'on peut tous et toutes avoir. Ça, c'est une certitude. Vous avez noté qu'il y a un schéma qui est un corollaire indispensable à tout cela, c'est qu'il faut que l'on travaille à faire œuvre de pédagogie, à faire monter en compétence l'ensemble des personnes qui sont intéressées à financer cette transition énergétique. Et c'est pourquoi vous avez sur notre plateforme et au travers d'ailleurs des webinaires comme celui qui nous réunit ce soir, eh bien, des démarches qui ont cette vocation vraiment à rendre intelligible à la fois le financement des projets d'énergie renouvelable, mais aussi les aspects plus techniques. Au final, quand on prend un peu de recul, et je suis certain que les intervenants de ce soir seront d'accord avec moi, tout cela n'est pas très compliqué. Il suffit simplement de le rendre clair quand on l'explique, et franchement, c'est pas du tout difficile. Si je poursuis un peu en termes de chiffres, Enerfip, on en est à maintenant près de 250 projets financés depuis notre première collecte en septembre 2015. On a structuré plus de 125 millions d'euros. D'ailleurs, on est un peu modeste parce qu'on a même dépassé les 126 et on n'est pas loin des 127, là au moment où je vous parle. Et nous avons environ 30 000 personnes inscrites sur la plateforme. Il faut savoir que chaque mois, ce sont entre 600 et 1000 personnes supplémentaires qui s'inscrivent sur Enerfip. Et depuis tout début septembre, nous avons accueilli 3 personnes de plus dans notre équipe à Montpellier, ce qui fait que nous sommes maintenant 22 dans l'équipe Enerfip, et on est assez content et heureux de pouvoir créer des emplois et poursuivre notre croissance. Alors après, pour ce qui est des sujets un peu moins rigolos, mais qui sont essentiels, on est bien évidemment agréé par l'autorité des marchés financiers et enregistré auprès de la CPR et de l'ORIAS en tant que conseiller en investissement participatif. C'est un point important et nous vous invitons d'ailleurs, lorsque vous avez des possibilités d'investir sur d'autres plateformes qui émergent, parce que c'est un secteur extrêmement dynamique, n'hésitez surtout pas à aller sur le site de l'ORIAS, qui pour le coup est assez bien fait. Vous avez en haut à droite la possibilité de faire une recherche par mots-clés, par nom, et tout de suite, en rentrant le nom d'une plateforme, vous avez immédiatement la réponse quant à savoir si celle-ci est régulièrement inscrite ou non sur les registres de l'ORIAS. Si jamais elle n'y est pas, alors, mon premier conseil, c'est de tout de suite ne pas investir et s'enfuir. Voilà, c'est important et j'en profite pour vous en informer. Pour ce qui est de la collecte, alors je l'ai dit, ce sera une collecte qui se fera sous forme d'obligation convertible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une obligation? C'est extrêmement simple en fait. C'est comme un prêt. La différence avec un prêt classique, je dirais, c'est que vous pouvez à tout moment décider de céder ces titres parce que vous avez un besoin émergent. Je ne sais pas, la vie étant ce qu'elle est, vous pouvez avoir besoin de récupérer toute ou partie de vos fonds pour changer de véhicule, par exemple. Eh bien, les obligations vous permettent de faire cela. Évidemment, l'enjeu, c'est de trouver un acquéreur. Et j'en profite pour, là aussi, faire un tout petit peu de publicité. On aura, à compter de début 2022, un outil dédié à cela sur enerfip.fr, où en fait, vous pourrez simplement proposer à la vente des titres que vous avez acquis sur la plateforme et du coup, avoir un marché de gré à gré avec des acquéreurs potentiels. Pour le reste, pour ce qui est des obligations, après, je l'ai dit, c'est vraiment comme un prêt. Donc, vous avez une durée de votre investissement. Dans le cadre de la collecte Melvan Énergie 1, on est sur une durée de 5 ans. Et vous avez un taux d'intérêt fixe qui vous est attribué avec un versement annuel à date anniversaire des intérêts, en l'occurrence 6% dans le cas du projet Melvan Énergie 1. Alors, ce qui fait office un peu de subtilité sur ces obligations convertibles en actions, eh bien, c'est comme leur nom l'indique, elles peuvent être transformées en actions de la société émettrice. Alors, vous avez un schéma qui est
peut-être un peu simpliste, mais en même temps, tout ça n'est pas très compliqué. Dans une collecte normale, donc les citoyens vont acquérir des obligations émises par la société projet. Alors, ça peut être aussi des collectivités, hein, c'est pour ça qu'on l'a indiqué. S'il y a un défaut de paiement ou un retard, Enerfip, en tant que représentant de la masse des obligataires, peut appeler à une conversion de ces obligations en actions. Et de facto, qu'est-ce qui se passe? Les citoyens se retrouvent propriétaires non pas d'obligations, mais d'actions de la société qui a émis ces obligations. Et ce que l'on fait pour simplifier les choses et pour que leur poids, leur voix soient plus significatifs, on regroupe l'ensemble de ces actions détenues par les investisseurs initiaux dans un véhicule, une société citoyenne qui va régir et gérer ces participations au nom des investisseurs dans la société émettrice. On a une question. Je la mets. Donc, les 5 millions d'equity au niveau de Melvent Énergie proviennent exclusivement de la holding Melvent, c'est une question. Comme sous-entendu au débat, les 6% s'expliquent surtout par un risque plus élevé. Je cherche surtout à évaluer le risque. Ah, d'accord. Donc, je peux répondre sur la fin. Oui, évidemment, il y a toujours une corrélation entre le risque et le taux, c'est certain. Et c'est pour ça que j'ai bien précisé tout à l'heure que quand on avait 4 à 5%, c'était sur des projets plus matures, donc le risque est moindre, hein, forcément, ou bien sur des projets qui bénéficient de sûreté, typiquement de garantie à première demande. Donc, c'est un peu lié avec la réponse et les éléments que vous donnez, Eric. Et pour ce qui est des 5 millions d'euros d'equity au niveau de Melvent Énergie 1, je pense que je vais voir si mes acolytes se confirment, mais c'est forcément ce qu'on appelle les fonds propres, hein, en fait, tout simplement, qui sont apportés par le porteur de projet. Et c'est là où tout à l'heure Sébastien a fait mention de dette mezzanine, c'est que parfois on peut faire appel à des éléments, des financements complémentaires lorsque on est un peu limité en fonds propres si nécessaire. Et on peut ajouter à cela que les projets, lorsqu'ils seront autorisés, recevront un financement bancaire long terme qui permettra à Melvent de facturer des honneurs de développement qui dépasseront largement le montant de la levée de 2 millions d'euros. Donc, il y a cette possibilité qui est envisagée d'ici 2-3 ans, dès que les premiers projets recevront leur financement de projet en portefeuille. Effectivement. Donc pour ce qui est ensuite, pour terminer là-dessus, pour ce qui est des frais et fiscalité, il n'y a absolument aucun frais pour les investisseurs, hein, que ce soit au moment de la création de votre compte sur enerfip.fr ou bien dans la vie des investissements que vous opérez sur la plateforme, il n'y a absolument aucun frais, aucun prélèvement. C'est un choix fort qu'on a fait quand on a créé la plateforme. On avait, en tout cas à titre personnel, moi j'étais un peu frustré à chaque fois que je voulais ouvrir un livret d'épargne. Je commençais d'abord par payer des frais de dossier, donc je commençais par perdre avant de gagner. Et donc, on a souhaité un peu vaincre ce signe indien en appliquant ce principe-là qui est vraiment à l'avantage des investisseurs. Après, bien sûr, s'applique une fiscalité sur vos investissements, ce qui est normal. Il faut savoir que depuis les récentes lois et l'apparition de la flat tax, cette fiscalité a été diminuée. Hein. C'était environ entre 38 et 39% au préalable, on est tombé à 30% avec le prélèvement forfaitaire unique, et ces 30% se composent de 17,2% relatifs à la CSG, CRDS, donc les prélèvements sociaux, et 12,8% au titre du prélèvement forfaitaire libératoire sur l'impôt sur le revenu. Dans l'immense majorité des cas, sachez que lorsque nous opérons des versements à date anniversaire de ce qui vous est dû au titre de votre investissement, vous percevez le montant net et la fraction fiscale. C'est Enerfip qui la gère et qui, d'ailleurs pour le compte de Melvent Énergie, va faire non seulement la déclaration, mais verser cette fraction fiscale au service des impôts des entreprises concernées. Et pour ce qui est des investisseurs, de votre côté, nous faisons également la déclaration fiscale au service des impôts dont vous dépendez, ce qui fait que vous recevez une déclaration pré-remplie. Voilà, c'est merveilleux, tout est automatique. S'agissant des risques, donc vous l'avez compris, on vient financer un portefeuille de projets qui sont en développement et bien comme tous les projets en développement, il y a des aléas potentiels et
des risques que certains d'entre eux soient abandonnés pour X ou Y raison. Donc là, le mécanisme que nous avons mis en œuvre avec Melvan est, je dirais, très résilient pour les investisseurs. Pourquoi? D'abord parce que si l'un des projets doit être abandonné, le vivier que possède Melvan en termes de projets en développement est là pour venir substituer ce projet éventuellement par un autre. Donc ça, c'est quand même un premier point. Quand bien même certains projets pourraient être abandonnés en cours de route, il y a ce système de remplacement qui vient bien densifier la solidité du montage. Et de la même façon, nous nous assurons avec Enerfip, au travers d'un comité de suivi qui se tient tous les 6 mois, à vérifier que la valeur intrinsèque de ce portefeuille que vous allez financer soit toujours au moins double au montant que nous collectons. Donc, en l'occurrence, cette première tranche sur Melvan Énergie 1 qui s'élève à 2 millions d'euros, en permanence, Guillaume et moi travaillons à observer avec Pierre-Yves Laurent, Sébastien et Nicolas le fait que ce portefeuille est systématiquement toujours une valeur supérieure à 4 millions d'euros. Alors, comment investit-on? Ça, c'est très simple. Je pense que vous devez commencer à maîtriser les choses. Évidemment, on se rend sur enerfip.fr, on crée son compte, ça prend 5 à 10 minutes. Alors, on a parfois des retours où les gens nous disent que c'est un petit peu lourd parce qu'on a un questionnaire qu'on est tenu de vous poser au travers de notre agrément. On est vraiment soumis aux mêmes obligations qu'une banque. Ce questionnaire n'a pas pour vocation à vous embêter, mais simplement à pouvoir bien comprendre et connaître votre profil d'investisseur. Pourquoi? Parce que à chaque fois que nous auditons un projet sur enerfip.fr et que nous le mettons en ligne, nous lui attribuons en interne une notation. Et cette notation est mise en face du profil de chaque investisseur. Et c'est ce qui permet en fait que notre algorithme interne vérifie qu'il y a bien adéquation entre votre profil et ce projet. Et s'il n'y a pas d'adéquation, nous vous empêchons, ni plus ni moins, d'investir en vous précisant que vous ne pouvez pas investir sur ce projet du fait qu'il ne correspond pas à votre profil et aux questions auxquelles vous avez répondu. Donc, c'est important de passer par cette étape. Encore une fois, ça prend que 5 à 10 minutes et vous l'avez fait une fois. Après, vous êtes tranquille. On vous demande en toute finalité une pièce d'identité. Ça, c'est dans le cadre des procédures lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez investir en quelques clics sur les projets proposés sur Enerfip. Et donc, ce process de souscription, il vous suffit d'aller sur la page Melvan Énergie 1, dont la collecte démarrera jeudi à 12h30. Vous avez accès à toute la documentation juridique de l'émission et notamment le document d'information réglementaire qui est extrêmement exhaustif, où vous trouvez toutes les informations souhaitables avec la possibilité de nous demander des compléments, bien sûr, via l'onglet prévu à cet effet. Et à partir de 10 €, vous pouvez investir la somme de votre choix par carte bleue ou par virement. Et puis ensuite, une fois que la collecte est terminée, vous percevez les intérêts et les remboursements tels que prévus initialement. Je crois qu'on a des questions. Ouais. On a 2 questions. Après, je proposais, comme la présentation était bientôt finie, je proposais qu'on finisse. Allons jusqu'à la fin, tu as raison. Voilà, c'est une petite information supplémentaire. Si vous n'avez pas encore eu accès à cela, sachez que nous avons créé des livrets mineurs sur Enerfip. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque personne majeure sur Enerfip et qui est tuteur d'un enfant, peut ouvrir pour son compte un livret. Plutôt que d'ouvrir un livret A, c'est un peu plus sympa. Et d'ailleurs, pour votre information, c'est une idée que nous avons eue lorsque j'ai eu mon fils en 2017. Je trouvais que c'était pas terrible d'ouvrir un livret A. Et donc, on a créé des livrets mineurs. Et écoutez, ça marche plutôt bien. Donc, n'hésitez pas. Il y a aussi un système de code parrain que vous pouvez transmettre allègrement autour de vous. Vous aurez à la fois un petit gain ainsi que la personne parrainée. Et nous tenons bien sûr compte des résidences secondaires. C'est important. Tout à l'heure, Laurent a parlé des projets qui font l'objet des appels d'offres nationaux de la CRE. Et en fait, ces projets, lorsqu'ils sont soumis à financement participatif, sont limitatifs en termes d'investisseurs, c'est-à-dire que seuls les habitants, les résidents du département du projet ou des départements limitrophes peuvent investir. Donc, n'hésitez vraiment pas à renseigner cette information. Ça vous permet parfois d'accéder à plus de collectes parmi celles que nous proposons sur Enerfip. Et enfin, les personnes morales peuvent investir comme les personnes physiques. Ça, c'est très important. Donc, n'hésitez pas, là aussi, si vous êtes concernés.
pour le service client, à votre écoute, nous avons un triptyque fantastique composé de Pauline, Valérie et Maëva qui se feront un plaisir de vous répondre chaque jour entre 8h et 18h par courriel ou par téléphone. Et si vous êtes dans le coin, vous pouvez même passer nous voir et boire un café, ce sera avec plaisir. Voilà, on en arrive à la fin et on peut peut-être du coup… Passons aux questions. Donc, il y en a une qui continue un peu la discussion qui avait été entamée avec Eric par rapport au montage financier finalement et par rapport aux réponses qu'on a apportées sur la justification du taux de 6%. La fiche à l'écran. Pourquoi ne pas proposer une caution de la holding à Melvan Énergie? Alors, je ne sais pas si… Oui, si, elle s'adresse plutôt à Sébastien et Nicolas et Laurent. Alors, il n'y a pas de caution donnée par Melvan à Melvan Énergie 1 parce que nous offrons la possibilité de convertir les obligations émises par Melvan Énergie 1 en actions de Melvan Énergie 1. Et Melvan Énergie 1 porte un portefeuille dont la valeur intrinsèque est bien supérieure à la levée de fonds de 2 millions d'euros. Donc, c'est la sûreté qui est donnée dans le cadre de cet emprunt obligatoire. Merci Sébastien. Une autre question de Didier. Pour être plus concret, le solaire en Occitanie, c'est où? Pour quand la collecte est réservée aux départements propres et voisins comme le font la concurrence? Alors là, je peux répondre. Donc, les 2 projets sont dans le Gard. Et en fait, quand ils seront lauréats de l'appel d'offres creux, si d'ici là, il y a encore un appel d'offres creux, bon, ça c'est probable. Et si les modalités ne changent pas, et voilà, par rapport au département propre et voisin, cela dépendra des modalités du cahier des charges qui sera en vigueur à ce moment-là. Aujourd'hui, on est là pour financer du développement de projet et les collectes, comme on fait parfois ou comme font certains concurrents, qui sont là pour répondre aux critères de la CRE. Pour ce type de financement-là et pour ces projets en question, ce sera évidemment quand ils seront développés et lauréats pour la CRE. Et pour compléter, c'est une bonne question que pose Didier. Il faut savoir que les appels d'offres CRE 5 ont été entérinés cet été en étant en parution au journal officiel européen et ça donne de la visibilité pour tous les développeurs comme Melvan Énergie puisque, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des sessions d'appel d'offres prévues jusqu'en 2026 qui sont actées à présent avec des modalités de financement participatif qui sont vraiment intéressantes. Et donc, on peut penser, sauf si le marché spot est multiplié par 10, mais que voilà, ces projets-là, situés dans le Gard, feront l'objet de candidatures par Melvan dans le cadre des appels d'offres de CRE 5. Oui, pour être un tout petit peu plus précis, justement, sur le portefeuille de projets qui va arriver à maturité dès 2022. Donc, en fait, moi, je suis basé à Avignon. Donc, en fait, il y a des projets qui sont soit à droite du Rhône, soit à gauche du Rhône. Donc, en fonction si on est à droite ou à gauche, on change de région. Mais effectivement, sur Avignon, il y a un premier projet d'ombrière de 1,6 MW qui a déjà un permis de construire, qui a été obtenu en mai dernier. Et donc, côté rive droite du Rhône, c'est-à-dire côté gare, on a 2 projets sur bâtiment, un projet en rénovation dont le permis de construire ou la déclaration de projet a été obtenu également, et un projet en construction, sur du neuf, pardon, dont le permis est en cours d'instruction et qui a déjà été préinstruit très largement par les services de l'État, donc il n'y aura pas de difficulté particulière pour obtenir le permis de construire. On a eu tous les avis favorables, peut-être même que le permis sera délivré avant la date officielle du 29 novembre, pour être précis. Donc voilà, donc ce sont des projets qui sont déjà bien dérisqués en termes de développement. Et ça me permet d'ailleurs de compléter un peu la réponse qui a été faite tout à l'heure sur le portefeuille de projet, sur le niveau de risque. On a globalement un portefeuille de projet qui est bien avancé, qui est bien maturé en termes de développement, outre que ce que je viens de dire sur ces premiers projets en Occitanie et en PACA. Le projet que nous portons sur la Guadeloupe est un projet qui est déjà lauréat des appels d'offres de la CRE, donc qui a déjà sécurisé des cash flows sur les 20 prochaines années. Oui. Du coup, on a une question. Alors, Sébastien
est en train de l'afficher à l'écran. J'ai fait une mauvaise manip. Tu peux l'enlever si tu veux. C'est pas grave, on va y répondre. En l'occurrence, évidemment, comme l'a dit Julien tout à l'heure, on a 3 personnes qui sont au service client, donc Pauline, Maëva ou Valérie. Et il est évidemment possible d'avoir un entretien avec elle et avec Julien ou moi-même, sans problème, connaissant bien le dossier, pour rentrer dans les détails. Donc, pour Eric, il vous suffit d'appeler au 04 119 34 111 et ensuite, voilà, soit vous demandez Guillaume, soit moi, et on pourra aller plus avant dans la réponse. Pas de souci. On a une question de Jean-Louis qui me paraît intéressante. Alors, il faudrait que Sébastien, tu enlèves, il n'y a que toi qui as la main, la question que tu as affichée. Ok. Mais j'ai terminé de répondre. J'ai terminé de répondre, ouais. Ok, c'est bon. Voilà. Merci. Quelle est votre stratégie pour le stockage qui paraît utile pour les ENR? Elle va être pour moi, celle-là. C'est une bonne question. L'expert S-stockage de chez Melvent. Effectivement, je l'ai mentionné tout à l'heure et il y avait aussi une autre question un petit peu avant qui se raccrochait au stockage. Aujourd'hui, notre ambition, c'est d'être un acteur du renouvelable d'avenir, c'est-à-dire pas du renouvelable au fil du soleil, au fil de l'eau, et d'être un producteur d'électricité responsable qui sait placer son énergie au sein d'un marché. Donc aujourd'hui, la stratégie, elle passe dans un premier temps par un couplage de systèmes de stockage sur en particulier les installations qui sont prévues en Guadeloupe, avec un cahier des charges bien précis qui permet en termes de stratégie de stockage de respecter une prévision à jour -1, c'est-à-dire que les installations envoient des prévisions aux gestionnaires de réseau, donc en l'occurrence EDF pour la Guadeloupe, la veille pour le lendemain, en disant voilà, demain, on va faire exactement ça. Et le stockage nous permet de garantir contractuellement cette prévision du jour pour le lendemain. Et dernière chose, pour ces cas d'espèce, ça permet à une installation solaire de produire après le coucher du soleil, pendant 2 heures, pour participer à la pointe de consommation, alors qui n'est pas la même quand on est en Outre-mer par rapport aux pointes de consommation dont on peut entendre parler, par exemple, fin décembre sur le réseau national. Mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où tout le monde consomme et où il est utile et important que les énergies renouvelables puissent contribuer pendant ces périodes-là. Donc le solaire, on sait que tout seul, il ne contribuera jamais la nuit. Par contre, avec une stratégie de stockage adaptée, on sait qu'il peut contribuer pendant des périodes où il y a vraiment un pic de consommation. Donc, c'est le cas des installations qui sont prévues sur la Guadeloupe. Et c'est aussi précurseur d'une stratégie qui va venir s'implanter sur des installations en métropole, de manière à, comme je disais tout à l'heure, être un producteur d'énergie renouvelable responsable et de venir coller aux besoins de la consommation, à la fois à l'échelon national, ça c'est des actions de marché, mais aussi potentiellement à l'échelon local, de manière à ce que la production d'une centrale solaire de la ville Alpha et de la communauté de communes qui est autour puisse répondre à terme, avec les outils d'intelligence et de numérique qui se développent, puisse répondre à une stratégie entre guillemets d'autoconsommation collective à terme. Donc voilà un petit peu quelle est notre stratégie et pourquoi est-ce qu'on tient absolument à anticiper sur de l'adossement de stockage sur nos installations de production. Ok, merci pour ça. On a une autre question de Jean-Luc. Jean-Luc, au bout de 2 ans, l'épargnant peut donc récupérer ses fonds s'il n'y a plus de conversion en action avant l'échéance et s'il ne souhaite pas la conversion au terme. Alors non, c'est pas ça. En fait, la maturité de votre obligation est bien de 5 ans. Jean-Luc. Donc, votre investissement sera de cette durée-là, sauf s'il y a remboursement anticipé de Melvent, mais sinon, vous partez vraiment pour 5 ans. Et évidemment, le but, c'est qu'il n'y ait pas de conversion dans votre obligation. Elle a pour vocation, dans l'esprit de Melvent et dans le nôtre, de rester une obligation pour laquelle vous toucherez des intérêts de 6% chaque année à date anniversaire.
c'est uniquement en cas de la survenance de problèmes majeurs que ces obligations seraient appelées à être transformées en actions, faisant de vos obligations voilà, des titres de la société Melvent Énergie. Voilà. Est-ce qu'il y a, d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres questions Voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Il nous reste une dizaine de minutes avant de libérer l'équipe de Melvent. En tout cas, je me permets de faire un petit témoignage. Je peux vous assurer que ce qui est très intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur des énergies renouvelables, c'est qu'il y a un peu une concentration avec des acteurs, des belles entreprises qui sont rachetées par des très gros énergéticiens. Et bien, on voit l'émergence d'acteurs comme Melvent, mais qui sont composés par des gens qui ont une très grande expérience, une très grande maîtrise du sujet. Et voilà, j'en souris parce qu'en fait, c'est marrant de voir soi-disant des jeunes entreprises, mais en fait qui sont dirigées par des gens qui maîtrisent extrêmement bien leur sujet et qui le démontrent. On le voit déjà avec 250 mégawatts en développement, c'est extrêmement significatif. Et donc, il faut bien mesurer ce qui est en train de faire Melvent sur une échelle de temps assez restreinte. Quand on sait qu'ils sont 6 et qu'ils vont être 25 d'ici quelques mois, voilà, c'est chouette de voir qu'il y a aussi des entreprises qui sont extrêmement dynamiques et qui créent beaucoup d'emplois. Je pense qu'on a besoin aussi de ce genre de messages très positifs qui sont véhiculés par Melvent. On a deux questions. Alors, je vais peut-être vous demander de préciser, Hervé, si vous nous écoutez encore. Marché secondaire, rappel. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on précise ce que va être le marché secondaire? Je pense que c'est ça. Et puis, vous nous rappellerez à l'ordre si on est à côté de la plaque. Alors, le marché secondaire, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, si vous voulez, c'est par distinction avec le marché primaire. Ok, on n'est pas du tout à côté de la plaque, c'est bien. Donc, c'est par distinction avec le marché primaire. Donc, le marché primaire, c'est en fait lorsqu'on fait l'émission, à savoir jeudi, on va faire la collecte. Et là, si vous souscrivez à cette émission-là, vous aurez souscrit sur le marché primaire. Une fois que l'émission est passée et que les titres sont durant leur maturité, vous pourrez faire appel au marché secondaire pour pouvoir revendre vos titres. C'est-à-dire que on va avoir une sorte de plateforme parallèle, entre guillemets, où nous, malheureusement, on ne peut que conseiller les prix, on ne peut pas les fixer, on n'a pas pour l'instant l'habilitation à le faire. Donc, on souhaite encadrer pour pas qu'il y ait de spéculation. Ça, c'est clairement une volonté de la part d'Enerfip. On souhaite encadrer, mais aujourd'hui, on n'a pas la faculté à fixer les prix. Et donc, le marché secondaire, pour quelqu'un qui a acheté sur le marché primaire, il va permettre de revendre ses titres, donc de récupérer le capital qu'il avait engagé s'il en a besoin ou s'il souhaite le mettre ailleurs. Et pour des gens qui n'ont pas été là au début lors du marché primaire, ça permet d'acheter des titres s'ils les jugent intéressants et qu'ils en trouvent auprès d'un vendeur. J'espère que c'est clair. Je réponds également à la question d'Eric, mais je pense que c'est pas moi qui vais répondre. Ce sera plutôt une des personnes de Melvent ici. Quels critères de différenciation les plus forts vous souhaitez mettre en avant par rapport aux autres acteurs du secteur, comme Enowen, ou quelle est votre originalité principale? Je vais la prendre. Globalement, qu'est-ce qui peut nous différencier? Clairement, on n'a pas la force de frappe d'un Neoen ou d'un major comme EDF Renouvelable, Engie ou Total Energy. Par contre, on a quelque chose auquel on tient fort, c'est nos compétences, notre complémentarité au sein de l'entreprise et l'agilité qui caractérise un acteur de petite taille qui est le fruit d'années de projets et de compétences. Et à ce titre-là, aujourd'hui, la stratégie vis-à-vis des gros, par exemple, c'est de dire, si vous voulez gagner, vous allez avoir besoin de votre force de frappe, mais vous allez aussi avoir besoin du petit plus de l'agilité et de la compétence territoriale. Un des bons exemples, Sébastien a cité tout à l'heure le partenariat, enfin un des partenariats qu'on peut avoir en co-développement avec Amarenco, qui est
qui commence à être un gros acteur, on va dire. Aujourd'hui, on a gagné avec eux un appel à projet du ministère des Armées sur les sites qui sont mis à disposition des opérateurs. Et quand je dis des opérateurs, c'est de tous les opérateurs. Il y avait à peu près une quarantaine d'opérateurs qui avaient candidaté sur ce site. On a amené l'association, ce que je disais tout à l'heure, vaut mieux être deux pour avoir 50% chacun de quelque chose qui se fait que d'essayer de partir tout seul et de ne rien avoir. À ma connaissance, certains opérateurs, voire certains grands opérateurs, n'ont toujours pas réussi à obtenir des sites mis en place par l'armée. Voilà, c'est le cumul de l'intelligence, de l'histoire, de la capacité à faire et de la complémentarité que peut apporter une collaboration. On peut l'avoir aussi avec des plus petits, qui consiste à dire, ben voilà, vous êtes plus petit, mais vous êtes très fort sur votre périmètre d'intervention, vous êtes très fort à proximité de chez vous, venez travailler avec Melvan, on trouve une manière de s'associer. Deuxième exemple, les projets qui font partie du portefeuille Melvan Énergie 1, les projets de Guadeloupe sont en association avec le propriétaire du terrain, qui est propriétaire agriculteur et qui est partenaire du projet. C'est une personne, un agriculteur, c'est quelqu'un qui connaît le secteur depuis un petit moment, mais voilà, qui n'est pas une entreprise, une grosse entreprise, qui est plutôt une micro-entreprise, et à qui on a dit, faisons cela ensemble et on arrivera à aller plus vite et probablement plus fort. Voilà un petit peu les deux manières qui font que on considère que la collaboration et l'association avec des acteurs qui sont différents de nous font qu'on arrive à percer pour arriver à mettre le meilleur de chacun sur des projets ponctuellement. Parce que au-delà de ça, le champ des possibles est gigantesque aujourd'hui. On est quand même dans un secteur d'activité où là où on fait 1 l'année dernière, il faudrait faire 2 voire 3 cette année. Donc il y aura de la place pour tout le monde. On considère que Melvan a une place à prendre dans un écosystème des énergies renouvelables pour lequel il faut des acteurs de taille complètement différente. Ok. Bon, il y a 2 dernières questions. Voilà, qui sont intéressantes, je me souviens de les prendre. On ferme la boîte à questions, mais on va répondre à ces 2 dernières. Alors, sans appel d'offres creux, les projets offrent-ils des taux de rentabilité suffisants suivant le type de production? Sébastien? Oui, je peux prendre celle-ci. Alors, oui, tout à fait, il est possible aujourd'hui de financer la construction de nouveaux projets dans le cadre de contrats de vente d'électricité de gré à gré avec des gros consommateurs d'électricité, parmi lesquels on peut citer SNCF Énergie, Métro, Auchan. Voilà, il est possible de contractualiser sur une durée longue la vente d'électricité à ces opérateurs qui présentent des risques de contrepartie excellents et qui permettent d'asseoir des financements long terme nécessaires au financement de la construction de ces nouveaux projets. Donc, ça fait aussi partie de nos objectifs de développement. Et ce n'est pas le cas de Melvan Énergie 1, je le précise, mais c'est aussi de travailler sur des projets de plus grande ampleur qui peuvent s'affranchir des mécanismes de subvention, enfin des mécanismes de soutien offerts par la CRE. Ok. Et dernière question, plutôt sympa. Des projets en vue sur l'île de la Réunion? Point d'interrogation. En tout cas, ça, c'est pour Melvan également. C'est Denis, peut-être qu'il peut vous amener des prospects. Je vois, il y a le petit drapeau. Je vais la prendre parce que c'est l'outre-mer. C'est l'outre-mer, ça me concerne un peu. Je ne l'ai pas précisé dans mon introduction, mais mon passage à l'ADEME s'est fait dans le Pacifique, dans un des outre-mer français. Donc, à ce jour, pas de projet en vue à l'île de la Réunion. On connaît bien le contexte. Il est pour les aspects énergétiques un petit peu similaire à ce qui se passe en Guadeloupe. Pour les aspects territoriaux, assez sensiblement différents aussi, parce que ce sont 2 territoires largement différents. Donc aujourd'hui, non, on n'a pas de projet. Après, effectivement, on est ouvert à toutes les pistes de collaboration. Ça rejoint les valeurs de tout à l'heure, donc mais ça n'est pas un axe stratégique de développement aujourd'hui. On essaie d'être sélectif. On l'a précisé tout à l'heure, on est
On n'est pas non plus extrêmement nombreux, même si la taille de l'entreprise en termes d'équipe va assez largement s'étoffer ces prochains mois. Mais voilà, on ne peut pas être partout pour l'instant. Donc, s'il y a une piste de collaboration, pourquoi pas. Mais sinon, ce n'est pas un axe stratégique. Bien, merci à tous pour ce webinaire. Merci à Melvan pour votre temps et pour vos réponses et votre présentation qui furent précises. C'est clair. Merci aux participants également. Peut-être rappeler juste que la collecte ouvrira donc jeudi à 12h30. Soyez dans les starting blocks. Je crois qu'il y a déjà environ 80 personnes qui se sont préinscrites sur la page sur Enership. Donc, il est fort à parier que ce sera un gros démarrage. Donc, voilà, rendez-vous jeudi à 12h30. Et dans l'intervalle, n'hésitez pas à nous poser des questions par téléphone ou par courriel. Guillaume et moi, on se fait un plaisir d'y répondre. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Merci, bonne soirée.